Alors, si aujourd'hui je suis une bonne fée et je vous donne 30 000 euros, vous en faites quoi? Je mange de la salade et je fais des squats et j'aurai des belles fesses l'été prochain. D'abord, est-ce que tu es d'une nature plutôt économe ou t'aimes bien claquer? Carpe diem, je vis au jour le jour. Jennifer, Marek et Jules, soyez les bienvenus. On vous a réunis parce que vous avez entre 26 et 29 ans. Vous êtes en train de créer votre carrière, votre vie. Je crois que personne n'a encore d'enfant. Non. Vous n'êtes pas propriétaire. Non plus. Avec Mathias, on s'est dit que vous étiez vraiment la cible des jeunes qui viennent d'une génération où on ne vous a pas appris à gérer l'argent. Merci d'être là et merci de nous confier ce que vous avez en tête et comment vous arrivez à gérer en fait l'argent que vous gagnez. Jennifer, toi tu as 29 ans. T'en es où dans ta vie toi aujourd'hui? Moi je suis jeune active, je suis intermittente du spectacle. Tu fais quoi? Je suis comédienne et je danse. Et là j'ai récemment créé ma compagnie. C'est-à-dire que t'as pas de l'argent régulier? J'ai un salaire fixe, mais ça reste quand même un statut assez précaire, le statut intermittent. Qui te paye alors? France Travail. Oh, t'as pas un salaire fixe quand tu es à France Travail. Tu cotises et puis chaque année c'est recalculé, etc. Oui, le statut intermittent. T'es pas en CDI quoi? Non, je suis pas en CDI. Enfin, l'idée c'est de travailler un certain nombre de jours dans l'année, puis après d'avoir un salaire entre guillemets fixe par mois sur une année qu'il faut renouveler. C'est pas ce qu'on appelle un salaire fixe. Tu peux pas aller voir la banque en disant je gagne tant et ça va augmenter de 2,5% par an et voilà, tu peux pas dire ça. Non. D'ailleurs, c'est un vrai problème du système bancaire actuel parce que vous en êtes tous les trois les représentants. Il y a un vrai changement très profond du rapport au travail en France. C'est valable en Europe, mais c'est assez présent en France, avec de plus en plus d'indépendants, de plus en plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ou comme toi qui ont une activité de création. Et les banques, elles ne se sont pas encore adaptées à ça, parce que c'est pas facile en fait, quand on est une banque, de savoir qui va réussir à rembourser et qui ne va pas réussir à rembourser. Parce que quand on fait un crédit, entre autres pour une maison, c'est ce qu'on entend beaucoup de la part des entrepreneurs, c'est plus difficile d'avoir un crédit pour une maison. Bien, les banques ne se sont pas encore adaptées. Est-ce que je peux te demander comment tu te perçois aujourd'hui sur le long terme? L'avenir, c'est quelque chose que tu perçois comme étant plutôt inquiétant, plutôt rassurant? Me concernant... D'abord, est-ce que tu es d'une nature plutôt économe ou tu aimes bien claquer? Carpe diem, je vis au jour le jour. Enfin, j'ai quand même des revenus précaires, le statut intermittent. Donc d'ici 20 ans, j'ai un peu du mal à me projeter. Mais tu as quand même envie d'acheter un appartement? Oui, alors depuis 1 mois, j'ai décidé de commencer à économiser. Je me suis acheté une tirelire. Vraiment, symbolique, le cochon, le cliché. Et je mets des billets toutes les semaines dedans. J'aimerais économiser, mais là, pour le moment, c'est que dans une tirelire. Mais parce que l'objectif, c'est d'acheter un appartement? L'objectif, ce serait d'avoir un apport pour ensuite faire un crédit et acheter un appartement. À Paris? Ah non. Non, plutôt en Bretagne. Mais pour y aller, pour le louer, pour faire quoi? Pour y vivre quasiment sur l'année. Mais peut-être de le louer de temps en temps, parce que j'aimerais rester à Paris pour le travail, faire des allers-retours. Là, on commence à voir l'importance de la planification financière pour toi. Tu as des objectifs qui sont assez clairs et c'est en planifiant que tu vas pouvoir justement être en contrôle de comment y arriver. C'est-à-dire qu'il faut avoir des projets pour mettre de côté, c'est ça? C'est le point de départ, c'est que je pense que jusqu'à peut-être il y a une quinzaine d'années, on considérait que l'argent, c'était quelque chose qu'il fallait avoir et ensuite stocker. C'est-à-dire que l'argent, moi, je viens de cette génération-là, moi. Moi, j'ai mis de l'argent de côté sans objectif quand j'étais jeune. C'était ce qu'on nous apprenait, effectivement, par le passé. Actuellement, on voit un glissement. Alors, on a coutume de dire que c'est le glissement de « le temps, c'est de l'argent » à « l'argent, c'est du temps ». C'est-à-dire de se dire que ton argent, en fait, va te servir à vivre de manière meilleure, de manière plus en contrôle par rapport à ce que tu souhaites. Et avec cette génération Z qui est très réjouissante, moi je trouve, il y a une volonté de pouvoir mettre l'argent au service de quelque chose et pas de soi être au service de l'argent. Donc quand tu as des projets comme ça en tête, c'est là que tu peux planifier. Et la clé, c'est justement d'avoir quelques compétences de base pour pouvoir faire cette planification-là. Pour faire ce que tu veux faire, c'est complètement possible. En revanche, ça ne marchera pas avec une tirelire, ça c'est sûr. Mais on va y revenir. C'est psychologique, c'est pas mal. Le geste est le bon, le geste de mettre de côté est pas le bon. l'objet. Mais l'objet n'est plus le bon, malheureusement. Il y a un truc qui s'appelle l'inflation et qui ne va pas être pris en compte par ta tirelire. Mais est-ce que tu t'es dit, voilà, dans 10 ans, j'aurai mon appart? Est-ce que est-ce que tu t'es donné un objectif de temps, par exemple? Oui, je me suis donné une date, entre guillemets, d'ici 5 ans. 5 ans. Est-ce que l'idée d'avoir bientôt 30 ans,
C'est une étape qui t'oblige à... Marie aussi, la 29. Est-ce que dans vos têtes, l'idée d'avoir 30 ans, c'est une étape où tu dis, bon, il va falloir quand même que je devienne un peu sérieuse? Moi, j'ai pas envie de mettre la pression avec toutes ces injonctions. Il faut qu'à 30 ans, alors un enfant, un mari, une maison. J'ai pas la pression, comme je vis un peu au jour le jour. Mais qu'est-ce qui a déclenché ton histoire de tirelire il y a un mois? J'ai voyagé, et puis il y a un endroit qui m'a plu, je me suis dit, ah mais c'est là que j'ai envie d'habiter. J'ai envie de me sécuriser aussi. Je me vois mal être locataire toute ma vie. Sans point d'appui, Sans point d'appui. Ouais. Quand tu commences ton mois, parce que donc, si tu es intermittente, ça veut dire que vers le 5, tu touches un minimum d'argent. Est-ce que tu te dis, faut que je tienne? Est-ce que le 30, c'est déjà ric-rac, tu fais les fonds de placard pour manger? Comment ça se passe? Au début du mois, je paie mes factures. À la fin du mois, c'est un peu ric-rac, mais je travaille de manière ponctuelle aussi de temps en temps, donc j'ai des rentrées d'argent en plus. Je pense que je suis quand même moins dépensière depuis ces 3 dernières années, parce que j'ai réduit certaines activités et... Comme quoi? les sorties au théâtre. Ah ouais. Et certaines sorties inutiles, je fais beaucoup moins la fête déjà. Là, il y a déjà 3 éléments hyper importants en fait, qui ressortent de cet échange pour toute ta génération. Le premier élément, c'est que les pouvoirs publics, de manière générale en France, nous laissent dans une grande difficulté sur le sujet du logement. On souffre en France d'un problème de politique de logement, il n'y en a pas suffisamment, ils sont trop chers, il n'y en a pas suffisamment à la location, etc. Tu as raison, je crois, d'instinctivement te concentrer là-dessus, pour une raison simple, c'est affreusement cher en France. Le poids du logement dans les dépenses obligatoires, il a doublé en 30 ans. Le poids de l'alimentation a été, lui, divisé par 2. Donc on comprend mieux pourquoi il y a un vrai problème pour les agriculteurs, entre autres, dans notre pays, puisque les gens ne peuvent plus littéralement consacrer autant de leur budget à l'alimentation, par exemple, à cause de l'explosion des prix du logement. Donc tu as raison de te concentrer là-dessus. Juste un exemple, il n'y a pas qu'en France que ça marche mal. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, quelqu'un qui a aujourd'hui le salaire moyen, à sa retraite, ne pourra pas payer son loyer à Berlin avec la retraite publique allemande. Donc c'est le cas aussi ailleurs. Il n'y a pas qu'en France que c'est... Mais en France, c'est particulièrement difficile sur le sujet du logement. Il est évident que si on a 30% de baisse des retraites à partir de 2040, ce qui sont les scénarios malheureusement actuels, eh bien, la question de ne pas payer de loyer à la retraite est un enjeu en fait essentiel de sécurité pour tes vieux jours. Donc beaucoup de gens se concentrent sur le fait d'acheter leur résidence principale et moi je crois qu'actuellement c'est plutôt une bonne idée. Le gros problème c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les crédits immobiliers et qu'actuellement ils sont très chers et difficiles d'accès. Un dernier point très important, c'est que dans la plupart des dossiers de surendettement et dans la plupart des cas de difficultés financières, il y a en fait un schéma qui se répète qui est une grande ville, donc avec de l'immobilier très cher et des petits salaires. Quand tu as un petit salaire, tu es parfois obligé d'aller dans une grande ville justement pour trouver du boulot, parce qu'il y en a moins forcément à la campagne ou quoi, des petits boulots. Mais les loyers sont très chers. Et les loyers sont très chers et tu te retrouves pris en sandwich, ce qui t'empêche d'épargner, ce qui te conduit à faire des crédits à la consommation, etc. Donc ton idée d'avoir un camp de base en province où le coût de la vie est beaucoup moins cher n'est pas forcément une mauvaise idée. Je connais beaucoup de gens ces derniers temps qui ont fait le choix de quitter la région parisienne. Je pense à Delphine Pinon, par exemple, qui parle beaucoup de comment on peut se générer des revenus complémentaires et comment on peut optimiser son budget en quittant Paris. Et donc voilà, donc c'est cette idée que tu as eue là, probablement instinctivement, est plutôt une bonne idée du point de vue financier. Et dans ton cas, si tu as envie d'épargner, la première chose à faire, c'est de te constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Moi, on m'a toujours dit de garder de la trésorerie pour les mauvais jours. Est-ce que ça rejoint un peu la même idée? Tu es d'une famille d'entrepreneurs peut-être? Oui. Et voilà. C'est un comportement qu'on voit toujours chez les familles d'entrepreneurs, où il y a des parents ou des grands-parents entrepreneurs, parce que l'entrepreneur, il sait que ce qui tue les entreprises, c'est la trésorerie. C'est le manque de trésorerie. Et pour les foyers, c'est souvent la même chose. Et donc, effectivement, avoir une épargne de précaution, c'est avoir tout simplement 3 à 6 mois de revenus, de ce que tu gagnes habituellement, sur un livret qui te rapporte au moins autant que l'inflation. Par exemple, le livret A. Donc, dans ton cas, tu as eu les 2 bons réflexes, c'est-à-dire le projet d'un achat immobilier en dehors de Paris et la volonté de mettre de côté régulièrement dans une tirelire. La tirelire, il faut la transformer en livret qui rapporte parce qu'il y a de l'inflation. Et l'inflation, ça fait perdre de la valeur à ton argent. Et comme on ne l'a appris à personne, ça,
personne ne se rend compte que l'an dernier, ça a coûté 30 milliards d'euros aux foyers, aux familles. Donc c'est un des grands enjeux de l'éducation financière, c'est de comprendre que l'argent doit en permanence travailler au moins un petit peu. Oui, mais on a peur de perdre aussi. Sur un livret, on risque rien. Ouais. L'argent ne peut pas disparaître, c'est de l'épargne sécurisée, totalement. Ça pose la question aussi de la perception du risque. Et quand on a peur que l'avenir soit mauvais déjà, entre autres à cause de la crise écologique ou de la crise économique, on a plus de capacité à prendre du risque, maîtrisé évidemment. Et ça, c'est la grande bascule actuellement, c'est que des jeunes comme vous me disent « investir, ça ne me fait pas peur » parce qu'on n'a pas le choix en fait. Ouais. C'est à la fois un peu triste parce qu'on n'a pas le choix, et c'est en même temps positif parce que ça les pousse à agir et à être davantage autonomes. Si tu voulais te former par exemple à ça, comment tu ferais ? J'irais dans une banque et je demanderais conseil à un conseiller, comment épargner. Où placer ton argent. Peut-être fixer un budget, de voir, je sais pas, parfois s'il y a des moments où je gagne plus, s'il y a possibilité de, selon les revenus, d'investir un peu plus. Ça, c'est le réflexe clé. C'est hyper important ça, et c'est ce que moi j'ai pas fait. Et que j'espère que vous allez faire tous les trois, c'est que quand tu augmentes ton revenu, ton niveau de vie, tu augmentes pas tes dépenses. Pendant Ça, c'est l'objectif. ta jeunesse, c'est de réussir à avoir davantage de revenus sans augmenter tes dépenses. Pour mettre de côté. Et voilà. Et c'est là, quand tu prends ce réflexe-là dès le début, que tu construis ensuite la sécurité pour 60 ans qui suivent. Mais est-ce que c'est pas compliqué quand on a difficile. 25-30 ans de se dire je vais déjà économiser pour mes vieux jours? C'est difficile de se projeter à l'âge de 60 ans. C'est angoissant en plus, t'as pas du tout envie. Ils ont envie de kiffer, de voyager, de voir le monde. Moi, j'y suis pas arrivé personnellement, donc c'est pas moi qui vais leur jeter la pierre. Toi, tu mets de côté depuis quel âge? T'es T'es papa? Ouais, moi c'est en devenant c'est ça. papa que j'ai vraiment changé mon rapport à l'argent, c'est de devenir parent. Moi. Alors Marek, toi tu as quel âge? Moi j'ai 29 ans. Tu es fils d'entrepreneur Ouais. Moi, dans le milieu du sport? À la base, pas du tout. Dans le milieu de l'informatique à la base. Et après, j'ai mes parents qui ont vendu leur société dans les années 2010. J'ai 3 frères. Ils ont voulu faire des business avec nous. Moi, je pratique à la fois le basket. Et donc, en 2018, on s'est concentré sur un complexe de basket. Donc, avec mon père. Vous avez créé ça? Ouais. Dans quelle région? À Paris, en région parisienne. Parce que ça manquait? Parce qu'il y avait un vide là-dessus. Ah ouais? Ouais, et qu'on était dans une période où il y avait beaucoup de développement personnel sur le sport, les entraînements, etc. Et après, en 2020, on a fait des salles de sport sous franchise. J'ai suivi avec mon père principalement. Et le confinement, ça n'a pas été trop une catastrophe? On est arrivé juste après. Ouf. On a fait les travaux pendant et puis on a ouvert juste après. Et sur le complexe de basket, on a la chance d'être propriétaire des murs, donc on a pu s'arranger nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, alors tu continues à travailler avec tes parents ou tu veux prendre ton autonomie? Alors moi, jusqu'à il y a un an, je bossais avec mon père. Et il y a un an, je dis, bon, c'est relou. Ça fait 7 ans que je suis sur le marché du travail, 7 ans en fait que j'ai bossé qu'avec eux. Ouais. Donc il y a un confort à ça. Il y a aussi une grande responsabilité morale à pas pouvoir décevoir. Et il y a aussi le côté de perception d'être le fils d'eux. Auquel moi je voulais sortir parce que je savais pas si c'était pour moi ou si c'était pour qui j'étais, qu'on appréciait mon travail ou qu'on me voyait d'une certaine façon. Tu connaissais pas ta valeur. Exactement. Donc depuis un an, après il y a eu l'été, je me suis dit je me laisse l'été pour trouver. Et en fait, comme je vous l'ai dit, moi je voulais être sportif de haut niveau. Je l'ai pas été, du coup je me suis dit je veux travailler au plus proche des sportifs. Et avec un ami, j'ai voulu monter une boîte dans tout ce qui était accompagnement personnel des sportifs, donc soit de la conciergerie, etc. Et en plus de ça, les aider à avoir une santé financière mis à part de leur sport. C'est-à-dire les préparer sur de la gestion de patrimoine, sur de l'investissement, etc. L'aventure entrepreneuriale à deux s'est mal passée. Donc du coup, vous avez discuté? On s'est pas pris la tête, mais en gros, on s'est pas mis d'accord sur des notions d'entrepreneuriat, de part, etc. Et du coup, en mars 2025, on a dit bon, je fais ma vie de mon côté, tu fais ta vie de ton côté. Et donc depuis ce moment-là, je suis en train de créer ma boîte. Pour faire ça? Ouais. Mais tu as la connaissance pour le placement, etc., pour le conseil financier? Alors moi, le but, le modèle, c'est d'être un peu comme un passeur de place, c'est-à-dire d'avoir les athlètes et d'avoir un peu toutes les cartes en main pour pouvoir présenter à tous les athlètes les différents besoins dont ils vont avoir, que ce soit du gestionnaire de patrimoine, des conseillers d'investissement, des fiscalistes, des avocats du sport, tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'eux, en fait, ils ont une carrière pendant un certain temps et il va falloir justement que dans le temps qui est imparti à leur carrière, ils mettent de côté pour le reste de leur vie, c'est ça? Exactement. Il y a énormément de joueurs qui, après leur carrière, se retrouvent sans rien. Un peu le bec dans l'eau. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, et à très mal gérer tous leurs incomes pendant 10 ou 15 ans de carrière et qui se retrouvent à plus avoir grand-chose après leur carrière. Ouais, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui m'ont contacté depuis 2 ans, justement parce qu'ils ont un profil financier
qui est très particulier et qui est hyper utile pour faire de l'éducation financière. Parce que c'est vraiment le cas d'école de si j'optimise pas, si j'apprends pas à bien m'en occuper de cet argent que j'ai gagné pendant une période assez courte en général, les 20, 30 ans d'après vont pas se passer pareil. Et donc, il y a un mouvement actuellement dans les clubs et dans les fédérations pour former les jeunes, parce que c'est aussi une population qui est très victime d'arnaques, de mauvais conseils, de profiteurs qui vont venir voir le jeune sportif qui commence à bien gagner en lui proposant le coup du siècle, l'investissement miracle, le placement, etc. Et donc, c'est une population qui en a beaucoup besoin. Et donc, nous, on réfléchit d'ailleurs avec Trade Republic à avoir des formats avec des jeunes comme ça, avec des jeunes sportifs, parce qu'il y a un côté très pédagogique. Donc, en fait, il faut te former pour que tu formes, c'est ça? C'est un peu là. Moi, j'ai pas la capacité de dire faut investir sur tel ou tel investissement, parce que c'est pas ma formation et je prendrai pas la responsabilité, moi, de dire voilà, il faut investir sur ça. Mais par contre, je peux connaître les personnes qui vont être aptes et qui vont connaître parfaitement les marchés. Et toi, alors, personnellement, t'en es où? Du coup, moi, t'as pas de salaire, là? Du coup, moi, pendant 1 an, j'étais au chômage. Ouais. Donc, je vivais avec le chômage. T'habites chez tes parents? Non, j'habite seul. Donc, tu payes ton loyer avec ton chômage? Alors, je paye une partie de mon chômage et je suis aidé par mes parents là-dessus. Ok. Le temps que la boîte se crée et qu'il y a un revenu. Ça fait maintenant 5 ans. Mais c'est pour ça que je comprends mieux le fait de mettre le plus de côté sans avoir les dépenses qui augmentent. Et je me dis, c'est un truc que j'ai pas fait pendant que j'habitais chez mes parents, alors que techniquement, j'avais un salaire qui rentrait et que c'était vraiment du plaisir à ce moment-là. Alors, si tu pratiques le sport, il y a un parallèle assez clair qu'on peut prendre entre une bonne santé physique, une bonne santé sportive et une bonne santé financière. C'est ce qu'on appelle la gratification différée. La gratification différée, c'est quoi? C'est je fais un effort maintenant pour avoir un truc bien plus tard. Donc je mange de la salade et je fais des squats et j'aurai des belles fesses l'été prochain. Alors ça, c'est une version de la gratification différée. Chez moi, je me dis plus, je vais marcher 1 heure 3 fois par semaine et quand j'aurai 65 ans, je pourrai porter mes petits-enfants. C'est moi, dans ma version à moi, voilà. Moi, dans ma version à moi de la gratification différée, c'est ça. Mais tu sais, en sport, on dit souvent qu'il ne faut pas sauter la séance de jambes. Il ne faut pas skip leg day. Et ben, avec l'argent, c'est pareil en fait. Et si tu fais un budget 1 fois par mois, si tu mets en place ton épargne de précaution pour ne pas avoir besoin ensuite de faire des crédits à la consommation, si tu as un plan d'investissement pour ta retraite, rien que ces 3 trucs-là, c'est les éléments qui te permettent d'être, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus, serein. Et alors toi, on a vu là le cas de l'achat immobilier, on a vu le cas des petits salaires dans les grandes villes où le poids de l'immobilier est très important. Et toi, tu as un cas très particulier, mais qui est en train de se développer beaucoup en France, qui est celui des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ils font souvent la même erreur, c'est qu'ils s'occupent de sécuriser, de solidifier et de financer leur entreprise. Ils en oublient de se protéger, eux, en tant qu'individus. Apprendre à aussi bien gérer ton argent personnel que l'argent de ton entreprise, c'est ça en fait le défi bien souvent, des entrepreneurs. On ne se donne pas de salaire pour que l'entreprise vive, donc on n'a pas non plus une capacité de financement énorme pour louer un appart, acheter un appart, etc. Et c'est une erreur. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les entrepreneurs intègrent pour 2 raisons. La première, c'est qu'en général, ils ont une couverture contre le risque de chômage qui est plus faible qu'un salarié. Donc, il faut plus que les autres avoir justement cette épargne de précaution, ces 3 à 6 mois de revenus, plutôt 6 mois dans le cas des entrepreneurs, sur un livret qui rapporte au moins autant que l'inflation. L'autre gros problème des entrepreneurs, c'est qu'ils ont des retraites en moyenne 20 à 30% plus faibles que les salariés. Et donc, l'enjeu d'investir pour ta retraite quand tu es entrepreneur, c'est un enjeu qui devient vraiment très très important. Donc, ton approche est la bonne de vouloir t'y mettre. Mais quel est l'objectif alors? Qu'est-ce que tu aurais envie d'atteindre? Évidemment que j'ai envie d'être propriétaire d'une maison. J'ai envie d'acheter une maison. Souvent, l'idée que j'ai, on m'a offert un cadre de vie quand j'étais plus jeune, etc. J'ai envie de me dire, je peux offrir la même chose demain à mes enfants, à mes petits-enfants, pouvoir partir en voyage. Des fois, je réfléchis, je me dis, mais les voyages que j'ai faits il y a 15 ans avec ma famille, aujourd'hui, ça doit coûter 2 ou 3 fois plus cher que ce qu'on a vécu nous. Qu'il va falloir bosser encore plus pour pouvoir se les offrir nous aussi de notre côté. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être un jour en galère, de me dire je vais pas pouvoir manger à la fin du mois ou
Tous ces trucs-là, c'est les choses que je veux éviter au maximum, même aujourd'hui. Quand j'ai des revenus qui rentrent, je me dis ok, mes factures c'est ça, je sais que ça je touche pas et ça passe là-dedans. Ah, c'est bien. Donc tu as quand même un Ouais, pourcentage que obligatoire. tu bouges pas. Tu Obligatoire. mettras jamais en péril le loyer pour aller partir Non. en voyage, par exemple. Non. Si je sais que j'ai 500 de charges et que j'ai Ouais. 1000 qui rentrent, je sais qu'il y a 500 qui restent Voilà. de côté quoi C'est qu'il. bien ça déjà. Ça bouge pas. Mais après, c'est-à-dire que avec, comme vous l'avez dit, la nourriture et les loisirs, plus grand chose après à la fin du mois. C'est ça. Donc c'est vrai que les plaisirs passent à la trappe un peu. Dans ton cas, c'est vraiment la question budgétaire. C'est vraiment la prise en main de ton budget qui va être le point de départ. Parce que si tu veux pouvoir, par exemple, mettre 50 € par mois de côté, investi pendant 10 ans, et avoir les 10 000 € nécessaires pour faire un voyage exceptionnel, eh bien, il faut d'abord que tu fasses ton budget mensuel. Comme me l'a très justement dit Vincent, qui est le directeur France de Trade Republic, si tu ne fais pas de budget, tu regardes ton argent partir. Si tu fais un budget, tu lui dis où aller. Donc, tu es davantage Faut pas faire en l'autruche. contrôle. Moi, j'ai observé que l'argent étant un tabou, ce tabou fait que les gens sont encouragés émotionnellement à faire C'est ça. l'émoticône singe là, qui se cache Ouais. les yeux. Et ça pousse ensuite à reporter, Ouais. à procrastiner. Ce que j'essaye de faire moi, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ce pourquoi je suis aussi heureux que Karine, tu nous accompagnes aussi dans ce projet et que vous soyez là et qu'on puisse ensuite diffuser ces contenus, c'est que j'ai remarqué, en étant présent sur les réseaux sociaux, qu'il y avait en fait une demande sous-jacente, silencieuse dans la société, où tout le monde y pense et personne n'en parle. Parce que ça les angoisse, donc ils mettent ça sous le tapis. Ouais. Et moi, j'essaye de faire en sorte qu'on en parle un peu plus de ces problématiques-là pour qu'on ait moins besoin d'y penser. Bah, c'est-à-dire que si on gère bien son argent, c'est vrai que du coup, alors moi je suis très fourmi et j'avais pas le choix parce que je vous raconte un peu ma vie, mais quand j'étais petite, quand je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans et moi je pouvais pas compter sur rien ni personne et donc sans doute que tout ça a été mu par beaucoup d'angoisse, mais j'ai toujours fait un tiers, mais depuis 17 ans. Donc j'ai toujours dépensé un tiers dans les choses courantes et je mettais un tiers pour les choses subalternes et je mettais de côté un tiers. Mais c'est comme ça que j'ai pu acheter un studio assez tôt, puis un deuxième, etc. Après, mes salaires sont arrivés, mais je me souviens que quand je suis arrivée à Paris, pendant 5 ans, je ne suis pas partie en vacances. Parce que le tiers, je ne voulais pas y toucher. Je ne sais pas si c'est bien les un tiers, mais en tout cas, moi, ça me rassurait. Et le fait de gérer ça, il y a mes copines qui me disaient, mais c'est super angoissant, tu t'interdis plein de trucs. Et moi, je disais, mais pour moi, c'était super angoissant de jamais anticiper l'avenir, en fait. Et je ne sais pas ce qui fait qu'on va grandir avec cette angoisse ou cette envie de mettre de côté ou pas. Moi, j'ai observé 2 dimensions ces dernières années. Il y a une dimension qui est que l'épargne, ça rapporte rien, donc pourquoi s'y intéresser ? Donc quand les gens pensent qu'ils n'arriveront pas de toute façon à épargner efficacement, à quoi bon, quoi, entre guillemets, puisque de toute façon, ça ne rapporte rien. Ouais. L'autre phénomène, c'est une espèce de mécanisme émotionnel où, plutôt que d'affronter Ah oui. la construction et les challenges que ça représente, ce tabou, bah, je préfère finalement penser carpe diem. On dit, Ça fait beaucoup de mal, ça, hein, on dit l'histoire du YOLO, carpe diem. on dit Le lendemain, YOLO, ça je fait du crois, mal. Ouais. aujourd'hui. Vivre l'instant présent, ouais, c'est bien. Et donc en fait, moi je suis partisan de l'équilibre, c'est-à-dire de dire si on veut pouvoir faire YOLO demain, ce qui est mon cas par exemple, parce que il n'y a pas de mal, je crois, à profiter de la vie aussi, eh bien il y a un moment où il faut faire un effort pour construire ça. Et ton budget 30-30-30, enfin un tiers, est le plus raisonnable. En théorie, et c'est par ça peut-être que toi tu vas pouvoir commencer, on dit 50, 30, 20. 50% de ce que tu gagnes Tu le dépenses. pour tes dépenses obligatoires. Les dépenses contraintes, ça a quand même Ouais. bien augmenté. Parce qu'il y a de plus en plus de dépenses obligatoires et que le coût de l'énergie et le coût du logement en France ont été mal gérés par les pouvoirs publics et donc ont beaucoup augmenté. Le téléphone, tu le mets où? Dans les 50? Ça dépend. De nos jours, on peut considérer que c'est obligatoire d'avoir un abonnement téléphonique. Ouais. Si tu as un abonnement à 10 €, on peut le mettre dans les trucs obligatoires. Ouais. Si tu as un abonnement à 100 € pour avoir 1000 gigas, je ne sais pas où, en voyage, etc. Ça ne devient pas obligatoire. Là, c'est peut-être facultatif. Donc, 50% de ce que tu dépenses, tu te dis, c'est pour l'obligatoire. 30% de ce que je dépense, c'est pour le plaisir, superficiel, le kiff. ce qui est facultatif, ce que je peux ne pas dépenser si jamais j'ai un problème un jour, et ce que moi j'appelle la fabrique à souvenirs, tout ce qui te permet de te développer,
de faire plaisir autour de toi, de vivre des expériences agréables. C'est les dépenses que tu peux stopper. Et ensuite, 20% de ce que tu gagnes, tu l'épargnes d'abord pour créer ton épargne de précaution. Et une fois que ton épargne de précaution est créée, tu l'investis pour ta retraite. C'est ce que tu as fait toi instinctivement, par peut-être souci de construction et de sécurité. Ouais. Et on dit tout le temps que l'argent, ça n'apporte pas le bonheur, mais ça, selon moi, ça apporte pèse. la sécurité Ouais. et donc une forme de sérénité. C'est peut-être toi ce qui te manque. Et C'est ce sur quoi je suis en train de travailler Voilà. actuellement. Ouais. Et ben, le point d'appui pour toi, ça peut être tes projets. C'est-à-dire, ça peut être les objectifs, les projets que tu as. Quand tu as un plan financier pour atteindre tes objectifs, normalement, tu te sens mieux, tu te sens plus serein. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, à mon avis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te motivait, toi, Karine. Moi, ça a été mes enfants, à un moment donné, de me dire « maintenant, il faut construire, quoi ». Jules, toi, tu es le plus jeune des trois, tu as 26 ans. Ouais, je viens juste d'avoir 26 ans. J'ai eu 26 ans cet été. J'ai été diplômé l'année dernière d'une grande école à Paris. J'ai bossé Bravo. un an, merci. Un an en CDD dans un grand média digital sur Paris aussi. J'ai fini mon CDD en début d'année là. Et depuis, je suis moi aussi au chômage chez France Travail. Je suis en process dans différentes boîtes, donc j'espère que ça va vite changer. Mais moi, mon gros point, c'est que j'ai quitté le foyer avec mes parents à l'âge de 19 ans après mon bac. Et quand je suis parti, j'ai fait un crédit étudiant, un gros crédit étudiant de 50 000 €. Ces 50 000 € m'ont permis de m'entretenir pendant ces 6 dernières années. C'est-à-dire que ça a payé mes 2 écoles qui étaient payantes et assez chères. Ça a payé mes loyers, ça a payé mes courses, mes dépenses, la fête. Depuis septembre dernier, au bout de 5 ans, j'ai commencé à le rembourser. Je rembourse 780 € par mois. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est des grosses mensualités. C'est des grosses mensualités. C'est toi qui as voulu, sur un temps court, payer autant ou Non, t'ont pas laissé le choix? c'est au bout de 5 ans. Je me suis renseigné là justement parce que j'avais du mal. Là, je tirais un peu la langue ces derniers mois pour le rembourser. Ah bah ouais, bien sûr. Je suis allé voir ma conseillère qui m'a dit que de fait, comme c'était un crédit étudiant et que j'avais déjà le temps le plus long, on ne pouvait pas le rallonger. C'est vrai que c'est beaucoup. En plus je vis loyer. seul aussi à Paris, donc d'un loyer aussi à peu près à 760 €. Donc il faut que tu gagnes un SMIC net pour Ouais. le minimum, quoi. Au minimum. Et Donc tu fais quoi, des petits boulots? je fais des petits boulots à côté. J'ai fait des saisons de serveur en Corse, dans le sud. Je suis serveur aussi ici à Paris. Je fais un peu d'acting, mannequinat aussi à côté, mais c'est des revenus qui sont pas constants, qui peuvent vachement varier d'un mois à l'autre. Et là, ce qui est compliqué, c'est que j'ai un découvert de 1 000 € et qu'en fait, j'arrive souvent vers les moins 900, moins 1000 à la fin du mois et que j'ai 950 de chômage, donc ça me permet juste de retourner À zéro. à zéro et de vivre le mois suivant. Pour l'instant, il ne s'agit pas de mettre de côté, hein, ça problématique. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Hein. Pas Alors. du tout. Et ce que tu disais, pardon Mathias, tout Vas-y, à l'heure, je les t'en prie, 50, 30, 20, moi j'ai du mal à me dire que 50, ça voudrait dire qu'il faudrait que je gagne presque 4 000, 4 500 € par mois à Paris pour pouvoir rembourser à la fois mon prêt, mes mensualités tous les mois, plus mon loyer. Et c'est un salaire qui aujourd'hui, à 25 ans à Paris, C'est pas possible. Ouais. n'est pas possible. Les salaires en France ont quasiment pas progressé depuis 2020, alors que l'inflation a fait à peu près 15% depuis 2020. Il y a un phénomène d'économie qui est une espèce de trappe, de ciseaux comme ça, où effectivement, depuis 5 ans, la situation du pouvoir d'achat est une situation qui n'est pas bonne. C'est d'ailleurs en partie pour ça que Trade Republic, où on est nous la plateforme qui permet aux gens justement d'essayer de lutter contre ça, a autant de succès qu'on a 10 millions de clients en quelques années en Europe, parce qu'il y a ce besoin nouveau. Donc la situation dans laquelle tu es est une situation qui est assez répandue en France. Il y a à peu près 30% des jeunes qui font un crédit étudiant. Toi, tu as un problème très simple, qui est un problème de revenus, et sur lequel tu es en train de travailler, tu es en train de chercher du boulot. En attendant, la seule solution qui s'offre à toi, c'est éventuellement de réduire tes charges. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autre choix que de réduire tes charges si jamais tu ne réussis pas à un moment donné à augmenter tes revenus. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que le découvert se transforme en crédit à la consommation, qui vient en plus du crédit étudiant. Et évidemment, on ne peut pas en vouloir aux gens qui le font parce que parfois on n'a juste pas le choix, tout simplement. Ça, c'est un cercle dont il est très difficile de sortir. Parce que l'un des problèmes de ton découvert, entre autres, c'est que ces 900 € là, et ben, chaque mois, ça va te coûter quelques euros en plus. C'est ça. Parce que tu as découvert. Ah, bien sûr. Les découverts, c'est du 8%, du 10%, parfois plus. Ouais. Donc ça coûte très cher en fait d'être à découvert.
et c'est présenté, et c'est d'ailleurs écrit comme une facilité, Ouais. alors qu'en fait, c'est une C'est une difficulté. pénalité en fait. C'est une difficulté Ouais. en construction. Donc l'enjeu pour C'est- toi, c'est un enjeu de générer davantage de revenus ou de baisser tes charges. D'ailleurs, moi, je me souviens parce que ma fille, c'est pareil aussi, c'est un peu compliqué pour elle de gérer l'argent. Elle a toujours tendance à être à découvert. J'ai dû me battre avec la banque. Et c'est un système très compliqué pour ne pas autoriser le découvert. Parce que j'ai appelé le banquier, je lui ai dit, voilà, je voudrais qu'au moment où il n'y a plus d'argent, ça s'arrête. Voilà. Elle ne peut plus tirer, elle ne peut plus rien faire, etc. Et il me dit oui, mais en fait, ils n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire au moment où elle va retirer de l'argent, si c'est pas encaissé, si c'est pas machin, hop, ça passe en découvert quand même. Et boum, c'est des 8 € à chaque fois, par jour, je sais pas quoi. C'est une arnaque totale en fait. C'est un vrai Vraiment. problème qui est lié au caractère archaïque Ouais. des systèmes des banques qui ne sont pas capables en fait, de le faire tout simplement et qui par ailleurs ont besoin de la source de revenus, Ah, c'est ça. des intérêts, des découvertes. Ils jouent pour sur les dates continuer de fonctionner, valeur et bien tout sûr. ça. Alors ce qu'il faudrait, c'est que. Il y a des cas d'abus assez importants Ah ouais. où un découvert de 1 € par exemple Oui, peut te coûter 8 déclencher €. 5 € Ah ou bah 8 bien € de sûr. frais. C'était le cas. Donc ça, c'est des choses qui doivent changer évidemment dans la loi, T'as pas le on choix. peut l'espérer. Dans ton cas, c'est le cas le plus clair, c'est soit tu négocies avec ta banque pour avoir un délai sur ton crédit, un étalement dans le temps, J'ai essayé, mais ils refusent. parce que tu n'as pas d'argument à faire valoir Ça. par Eux, ils m'ont ailleurs. quoi, justifié en disant que le fait que ça soit un crédit étudiant et que j'avais déjà La durée la totale. durée totale la plus longue et que de fait mes parents étaient garants, on pouvait s'en pas foutent. faire. Ouais. Il faut pas l'effort. Là, typiquement, j'ai plusieurs amis là, qui commencent aussi à être dans la vie active, qui ont vers les 26-27 ans, qui sont en CDI et qui, eux, pensent déjà et réfléchissent à mettre de côté, acheter un appartement, tout ça. Moi, c'est des notions qui sont totalement hors de mes pensées tant que j'ai ce poids financier et ce poids qui est un peu une angoisse aussi sûr. de partir endetté dans la vie. C'est vrai que quand j'ai crédité ce crédit à 19 ans, je n'avais pas du tout conscience. J'ai un petit peu vécu mes jeunes années en me disant super, j'ai 50 000 sur mon compte. Le conseil que je peux te donner des échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens depuis 3 ans, c'est de ne pas te culpabiliser trop et d'essayer de se dire, voilà, il s'est passé ça, j'aurais pu faire les choses différemment, je vais en apprendre quelque chose Voilà. pour, Oui. à partir de maintenant, faire les choses différemment. Ensuite, il y a aussi pas mal d'activités annexes que tu peux faire en ligne qui te permettent de générer des revenus complémentaires aussi en cas de difficulté. Ça, c'est assez nouveau. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi Comme des quoi arnaques. Plein de choses, de la rédaction. Il y a tu peux être coach d'IA par heure. Il y a plein d'activités comme ça. Il y a des activités complémentaires comme ça qui sont parfois rigolotes ou alors sur des questionnaires. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en plus pour générer des revenus de manière temporaire. Et après, si la situation dure, il faut absolument que tu réduises tes charges d'une manière ou d'une autre, soit par un rachat de crédit, soit en déménageant. C'est vraiment le point le plus important. Non, mais je reste Positif. j'ai beaucoup d'espoir et je suis pas pessimiste sur le fait que je sais que tout ça c'est pour mon C'est bien et ça a ponctuel, aussi en payé plus. forcément mes études, mes écoles, mes loyers pendant des années et c'est un investissement sur le long terme qui peut être compliqué les premiers mois, les premières années de remboursement mais qui j'espère va vite se décoincer et puis j'ai aussi upgrade en entreprise et forcément avoir un meilleur salaire Bien les années sûr. passant avec l'expérience. Donc c'est un sas sur de ma vie. vie, c'est un petit poids, une petite angoisse, mais là, sur le moment même, c'est quand même ce qui me préoccupe le plus là, Bien sûr. dans la vie Tu active. peux prétendre à quel salaire, à ton avis, dans une entreprise qui voudrait t'embaucher? Dans la dernière entreprise où j'étais en CDD, j'étais à 2003 net, ce qui est quand même bien et ce qui me permettait justement, parce que j'ai commencé à le rembourser en septembre, donc j'étais encore salarié à ce moment-là, ce qui me permettait à la fois de pouvoir assumer mon loyer et mon prêt et de mettre, il me restait pas beaucoup pour vivre, mais il me restait suffisamment pour vivre bien pour le mois, mais je pouvais pas bien sûr mettre de côté pour épargner pour la suite. Donc là, tu cherches des boulots à 2005 net, à peu près, quelque chose comme ça. J'aimerais bien. Avec déjà un an d'expérience, j'aimerais bien. Ton exemple aussi permet de faire un écart pédagogique sur la différence entre la dette de fonctionnement et la dette d'investissement. Ton crédit étudiant, il est moins effrayant qu'un crédit à la consommation parce que c'est un investissement sur toi. C'est-à-dire tu as investi sur ta formation pour pouvoir demain générer des revenus plus importants que si tu n'avais pas fait d'études.
Et donc, c'est un type de crédit, comme le crédit immobilier, par exemple, qui t'intéresse toi, qui est vertueux, qui est positif. Parce que ça permet de créer de la richesse, ça permet de créer de la sécurité, du patrimoine. Et puis il est daté. Il sait quand même que dans tant de temps, ça sera fini. Ouais. Il n'est pas très long. Voilà. Et C'est une galère, mais c'est- 5 ans de galère à 25 ans, bon. Oui, bien sûr. Non, mais Et la différence, Ouais. c'est la dette de fonctionnement. Et Ouais. la dette que tu utilises, ce que fait notre pays d'ailleurs, Ouais. ce que fait la France actuellement, ce qui pose problème aux finances publiques, c'est qu'on emprunte juste pour fonctionner, C'est ça. juste pour vivre. Et c'est là où la situation en général se dégrade assez rapidement, parce que quand tu empruntes juste pour vivre, tu ne crées pas de valeur pour pouvoir rembourser ensuite. Vous avez appris des choses là? En fait, c'est plein de principes qui nous sont tellement rabâchés, j'ai l'impression, depuis quelques années, mais qu'on se dit ouais, je vais le faire, mais qu'on ne fait pas forcément. C'est vrai que quand on t'écoute, on a très envie de le faire parce qu'on se dit en fait, on n'a que du positif à en tirer et d'avoir une certaine stabilité qui faciliterait beaucoup de choses dans nos 3 cas en plus. Même mettre un petit peu, savoir tous les mois quand tu regardes ton compte à la fin et tu te dis ah bah je suis content, j'ai réussi à mettre ça de côté. C'est une grande satisfaction qui est, pour ma part, qui était beaucoup plus importante que de me dire je me suis fait un bon resto ou j'ai bu des bières avec des gens que je connaissais à peine. Et en fait, c'est changer le prisme de sa vie. Se dire je suis en train de construire des choses pour moi plus tard. À la limite, moi j'avais pas de projet, mais toi, tu te dis, c'est mon projet. Et petit à petit, ton rêve, il devient de plus en plus présent. Et ça rassure pour le coup. Et ce qui est important aussi, c'est que dans votre rapport à l'argent, à tous les trois, il y a quand même des émotions assez fortes. La peur, la volonté de bien faire, l'envie de construire. Et il faut trouver en soi l'émotion sur laquelle on peut s'appuyer pour prendre le rythme. Parce qu'en fait, c'est exactement comme la pratique du sport. On dit souvent que la première séance de sport, elle est dure, que la deuxième, elle est affreuse, et que la troisième, on commence à aimer ça, et qu'à la quatrième, on a envie de revenir demain, et qu'à la cinquième, on est là en mode tous les jours. Et donc, cette capacité à prendre des bonnes habitudes, et ben, sur l'argent, c'est exactement comme pour la pratique du sport. Et donc, le plus vous prenez des bonnes habitudes régulièrement jeunes, le mieux c'est pour vous, pour plus tard, comme beaucoup de choses dans la vie, tout simplement. Alors, si aujourd'hui je suis une bonne fée et je vous donne 30 000 €, vous en faites quoi? Hors remboursement du prêt. Ouais, je pense que justement j'en profite pour les mettre de côté. Là où pour l'instant j'ai pas encore eu les moyens de le faire, pour mettre de côté pour plus tard. Vraiment? De mettre vraiment sur un livret A justement, pour suivre tes conseils Mathias. Parce que là mon livret A, il y a 10 € dessus. Donc si je peux mettre 30 000 € et les laisser quelques temps, ça m'arrangerait, ouais. Ce serait le bon placement, livret A? Le livret A n'est pas parfait au sens où en général son taux n'est pas très élevé, il ne rapporte pas grand-chose. Et tu ne peux pas mettre 30 000 € parce qu'il y a un plafond autour de 23 25 000. Donc tu peux mettre un peu moins que ça. Le gros intérêt du livret A, c'est que c'est sécurisé, ça rapporte quand même à peu près l'inflation et c'est ton épargne de précaution. Moi, je pense que je ferais comme toi, Karine, le 30-30-30. C'est-à-dire que je me laisserais 10 000 de côté histoire d'avoir de quoi voir venir. Je pense qu'il y a 10 000 où je ne vais pas pouvoir fêter la vie parce que voilà, mais je ferai un peu plus de loisirs, peut-être je préparerai un voyage ou quelque chose. Et je pense qu'il y a 10 000 que je mettrai aussi pour les investir. Alors peut-être pas sur un livret A, mais peut-être sur des placements un peu plus risqués, peut-être de la crypto, des choses comme ça, ou des investissements. Ouais. Alors pas en cherchant à être multimillionnaire en 6 mois, hein, c'est pas le but. Ça marche Mais- pas, ça, hein, je te rassure. Ah oui, Il y en a beaucoup qui ont essayé, on saurait sinon. il n'y en a pas beaucoup qui y sont arrivés. Mais à créer ne serait-ce qu'un apport un peu plus intéressant et sur 5, sur 10 ans, être vraiment bien. Tu sais, c'est très très important ce que tu dis là parce que investir quand on a constitué son épargne de précaution, plus on est jeune, plus on peut le faire. Et donc, D'abord, on fait l'épargne. ouais. Et ensuite, ce qu'on gagne en plus, Exactement. comme ça, on peut commencer à s'amuser. Alors, c'est Parce que c'est un amusement, hein, quand on parle de crypto, c'est pas... pas forcément, non. Moi, j'investis 50 € par mois dans du Bitcoin. Ah Et c'est pas quelque chose que je considère comme étant un outil de spéculation. Tu vois, je ne me dis pas, je suis en train de faire un coup. C'est plus de me dire, qu'est-ce qui est la chose la plus maligne à faire sur les 20-30 prochaines années. Et en fait, quand tu as du temps devant toi, ça change tout pour le risque que tu prends. Si tu as 20 ans devant toi, tu prends beaucoup moins de risques en allant en bourse que si tu as 1 an devant toi. Parce que la bourse fonctionne comme ça. Ouais. Et à long terme, ces variations-là, elles sont Ça monte quand même. lissées. Ouais. Et elles sont moins fortes. Et donc, plus tu as le temps,
plus tu as de chances de vraiment gagner de l'argent en investissant. Depuis 1900, si tu prends des périodes de 20 ans, quelle que soit la date à laquelle tu commences depuis 1900, T'es gagnant. t'es gagnant. Ça monte Et nécessairement. Et la performance moyenne, c'est 7% par an. C'est énorme. Hein. Donc avant d'aller Depuis- sur la depuis crypto, 1900. depuis 1900, la performance moyenne, c'est 7% par an. Depuis 30 ans, la performance moyenne, c'est 10% par an. Donc ça, c'est la réalité de ce que font les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils investissent, et ce que font nos clients chez Trade Republic, c'est le truc très diversifié. C'est les deux facteurs clés quand tu veux commencer à investir, diversifier à long terme. Si tu fais ça, la théorie nous dit que au bout de 20 ans, dans quasiment tous les cas, tu es gagnant. Je vous donne juste un chiffre pour que vous ayez les choses bien en tête tous les trois déjà. Pour votre retraite, actuellement, vous allez cotiser, donc payer des impôts, des charges, à peu près l'équivalent de 280 000 euros pendant votre carrière. Et à l'heure actuelle, un retraité en moyenne en France, il touche 350 000 euros sur sa retraite dans son ensemble. Donc ce sera pas assez. Il y a un trou, comme vous pouvez le constater, qui est assez significatif. Ça explique que la France ait emprunté 500 milliards d'euros depuis 15 ans pour payer les retraites. Si ces 280 000 euros étaient investis au lieu d'être donnés tout de suite, au bout de 30 ans, ça fait 1,4 million. Il y a un manque d'efficacité énorme dans le système actuel et c'est pour ça que Trade Republic a 10 millions de personnes, 32 ans de moyenne d'âge, qui ont commencé à mettre 50 euros par mois dans ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions très larges. Le plus large possible, le plus diversifié possible. Et le problème, c'est qu'on a présenté à des jeunes comme vous l'investissement comme de la spéculation, alors qu'en fait, l'investissement, c'est un plan d'investissement. Un peu tous les mois. Des petites sommes, le plus diversifié possible, le plus longtemps possible. Donc, tu as complètement raison de vouloir répartir entre de l'épargne de sécurité qui est indispensable, un peu de souvenir aussi, et de l'investissement. Toi, dès que tu auras rembourser ton crédit étudiant, la première chose que tu dois faire, c'est cet argent-là, au lieu de commencer à le dépenser tous les mois, tu l'investis à long terme. Et pour toi, qui a statistiquement Elle en nous France... a pas dit. Attends, faut qu'elle réponde à la question. Ouais, mais elle a deux désavantages malheureusement pour elle. Elle n'est pas salariée et c'est une femme. Ouais. Et en France, quand tu as ces deux caractéristiques-là, tu as des retraites moitié plus faibles. Moitié plus faibles que la moyenne. Donc, plus qu'encore que les autres, tu as besoin d'investir. Alors toi, tu fais 90-10. Et la bonne... pas forcément, c'est pas ça, c'est de prendre l'habitude d'essayer d'aller chercher les 7% par an. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, 2% par an, un livret A, c'est pas assez. Au bout de 30 ans, tu as à peine ce que tu as mis en fait. Ça a fait très peu de petits. Alors que la même somme dépensée, c'est-à-dire la même somme épargnée, à 7% par an, bah, par exemple 50 euros pendant ta carrière, ça te fait 60 000 balles à la retraite. Si tu mets 100 euros, ça te fait 300 000 euros à la retraite, pour 100 euros par mois. Il y avait un discours autour de l'investissement qui était un peu biaisé en fait, qui n'était pas tout à fait vrai, quoi. Et on a présenté l'investissement aux gens comme de la spéculation, comme ça ils ont besoin d'un conseiller. C'est ça. Il se trouve que les gens qui gèrent l'argent des autres, 90% d'entre eux, tous les ans, ils font moins bien que la bourse moyenne. Toi, je pense qu'on peut dire que ça a changé ta vie d'avoir cette bonne gestion budgétaire. Moi, ça m'a rassuré déjà. Ça a eu un impact hyper positif parce que quand tu es rassuré, moi, quand j'ai commencé à être rassuré, j'ai commencé à être beaucoup plus capable de construire des trucs au boulot. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu structures déjà ton épargne et tes dépenses, ça t'apprend à être structuré dans ta vie. Je pense que je suis devenue entrepreneuse après aussi parce que j'avais fait ça, parce que ça te permet d'anticiper le risque quand tu fais un investissement. Ça te permet de voir loin, à long terme. Et donc, c'est la même chose quand tu fais un projet entrepreneurial, en fait. Tu fais pas n'importe quoi. Tu voulais en faire quoi, toi, des 30 000 ? Bon, bah, premièrement, je fais pas d'enfants. Mais si, bon, bah... tu le feras pas toute seule, en plus. Ah bah non. Ah, non bah donc bah... voilà, oui. Parce qu'il y a quand même quelque chose, une réalité. C'est que vous êtes 3 jeunes, vous n'êtes pas encore en couple. Et je vous souhaite, si vous en avez envie, de partager votre vie avec quelqu'un qui va aussi co-payer le loyer. C'est une autre discussion. Une autre partie de l'aventure de l'éducation financière. Voilà. Le couple, c'est un vrai sujet de l'éducation financière, ça aussi. Je m'achète une yourte. Ouais. Parce que j'ai un petit espace.
J'investis dans un cheval de course, J'avais pas vu j'investis ça. un peu dans ma compagnie et puis je m'offre un beau voyage quand même. Bon, les 30 000 euros, c'était juste une façon de parler. Hein. Je ne vous donnerai pas 30 000 euros. Mais Alors, on s'est aperçu que ce qui était le plus difficile pour beaucoup de gens, et vous allez me dire si c'est votre cas aussi, quand il s'agit de commencer à investir, de commencer à prendre son argent en main, c'est justement de faire le premier pas. Et donc, entre autres, pour vous remercier de nous aider à faire cet effort pédagogique, grâce à vos cas particuliers, de pouvoir en tirer des leçons pédagogiques pour le plus de gens possible. On a la surprise, si on peut dire, qu'on va vous donner à chacun donc, un compte Trade Republic, qu'on va mettre 1 000 euros dessus directement pour que vous soyez déjà en fait investisseur avec des ETF, et des obligations, et apprendre à créer cette épargne de précaution, apprendre à créer votre plan d'investissement. Et j'aurai l'occasion de vous accompagner tous les trois pour la mise en place de ce plan d'investissement pour vos vieux jours ou pour vos projets, quels qu'ils soient, mais que vous ayez un plan. Parce que quand on a un plan pour financer son projet, la vie est quand même bien plus agréable. donc, tu vas pouvoir casser la tirelire pour faire un bien. virement. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci Rachel.